Donc le repérage des dyspraxies, vous avez compris que ça ne se voyait pas, même si j'espère les vidéos vous ont un peu illustré ce qu'il faut voir. Pour être très caricatural, il y a deux grands âges clés. En fin de maternelle, c'est le repérage des enfants qui sont en difficulté de façon importante avec l'écriture, avec ce contraste entre un langage bien établi et pas avec l'écriture, avec le dessin, avec des tout débuts d'écriture, avec ce contraste entre un bon langage et par contre ces difficultés-là. Et en CE, il faut absolument repérer les dysgraphies. C'est exprès que j'ai dit CE pour ne pas trancher entre CE1 et CE2. Pourquoi je n'ai pas dit CP? Parce qu'avant qu'on se préoccupe de l'écriture d'un enfant, il faut qu'il ait des choses à écrire et que donc il est important qu'il ait déjà un bagage d'orthographe. Par contre, en CE, et alors absolument en CE2 au plus tard, parce qu'après il va y avoir la vitesse d'écriture, il faut savoir repérer ces difficultés d'écriture. Je pense que la réponse de première intention, c'est comprendre les difficultés de l'enfant, comprendre leurs troubles et ne pas les pénaliser pour l'écriture. C'est vrai que l'écriture c'est important, mais c'est vrai que si un enfant apprend à lire et apprend l'orthographe et qu'il écrit mal, il faudra se préoccuper de pourquoi il écrit mal, mais pas le pénaliser pour son écriture. Il faut aussi qu'à l'école, on puisse aider l'enfant à accepter les aides proposées. Et juste un mot pour le collège, parce que c'est particulièrement important, les préadolescents au collège n'aiment pas être marginalisés. Et donc, on finira peut-être là-dessus tout à l'heure, l'outil informatique, c'est quelque chose qui sauve les dyspraxiques et un certain nombre de dyslexiques de bons pronostics scolaires. Mais si, c'est pas du tout pareil, si au collège, on explique aux autres enfants que franchement il est futuriste parce que lui il sait dicter à son ordinateur et il va vous faire une démonstration, que si on marque cela comme étant un point d'handicap. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais cette façon d'accompagner l'enfant est quelque chose d'absolument fondamental pour l'aider. Le repérage, à partir du moment où on a repéré un enfant qui nous paraît particulièrement, inhabituellement maladroit, inhabituellement lent, inhabituellement pas doué dans le graphisme et dans l'écriture, il importe de saisir les personnes ressources de l'école, et en particulier le médecin scolaire et le psychologue scolaire. Médecin scolaire parce qu'il faudra qu'il y ait un examen pour remettre ça dans la globalité, et psychologue scolaire parce qu'il faut remettre ça aussi dans les compétences et le fonctionnement psychologique de l'enfant. Ensuite, il faudra demander une évaluation de ses fonctions particulières praxiques, et là, ce ne sont pas les mêmes rééducateurs que pour la dyslexie, ça n'est pas de l'orthophonie, ce sont les psychomotriciens et les ergothérapeutes qui sont les spécialistes de ces évaluations précises. Bon, ça c'est juste pour montrer qu'il y a des enfants qui effectivement cumulent de façon gravissime les deux pathologies, c'est-à-dire que c'est un enfant très dysorthographique, très dysgraphique, puisque la traduction est à droite, mais ce que vous voyez en haut à gauche, c'est la souris et un chat. En dessous, c'est l'avion, blanc, jeudi. Le garçon, on le reconnaît au CCDI, même si la CCDI est à l'envers. Une pomme, jardin, enfant. Donc là, la rééducation, bien sûr, doit être multiple, parce qu'il présente des troubles multiples. Et ça, c'est un enfant aussi dysorthographique et aussi dysgraphique, où on voit toutes les difficultés qu'il a. Par exemple, les B, il confond les B et les D, mais il peut faire que les B en script. Alors, pour un futur meilleur, on pourrait imaginer 3 grossesses, le temps de 3 grossesses. Une première grossesse qui se passerait à l'école, pour cette fameuse réponse de première intention, qui bien entendu se passe bien avant le primaire, mais puisqu'on met l'accent sur la lecture, qui se passerait particulièrement au CP, où on ne laisserait pas des enfants se noyer dans un déchiffrement très laborieux, qui fait qu'ils ne constituent pas leur lexique orthographique et que plus le temps passe, plus ils sont en décalage face aux autres enfants, et où on ne s'affolerait pas trop de l'écriture d'un enfant dyspraxique. Et puis, parallèlement à cette réponse de première intention à l'école, dont je vous assure, il n'y a plus qu'à la faire, il faut évidemment
pouvoir avoir suffisamment de liens avec les personnes ressources de l'école que sont votre couple, médecin scolaire, psychologue scolaire, pour pouvoir signaler les enfants à ces personnes ressources afin qu'elles puissent porter les indications des rééducations lorsqu'elles sont obligatoires, comme par exemple la persistance d'un trouble du langage oral ou une dyspraxie qui est claire et invalidante, ou une réponse de première intention qui a été faite correctement mais qui n'a pas suffi pour aider l'enfant, et une rééducation, c'est ce deuxième temps de grossesse qui va donc se passer à la fois dans le cabinet du rééducateur, il doit être évalué, et là encore, si l'évolution si l'évolution n'est pas suffisante, avant. Alors, juste les pratiques orthophoniques dans cette deuxième grossesse, après on fera la troisième, c'est que la rééducation, pour que ce soit efficace, il y a quand même quelques règles à respecter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rééduquer un enfant une demi-heure tous les 15 jours et que ça marche. Si ça se faisait, on le saurait. Donc la rééducation, elle doit être intensive et régulière, surtout en début de prise en charge. Il faut démarrer les choses, redonner confiance à l'enfant, faire démarrer les choses. Elle est individuelle, adaptée à chaque enfant, à chaque trouble. C'est-à-dire qu'on fait vraiment à la carte avec chaque enfant qui est en face de nous. Et il faut l'évaluer régulièrement, regarder les bénéfices qu'en tire l'enfant, et puis quand ça ne marche pas, il faut se demander pourquoi ça ne marche pas. C'est-à-dire que peut-être ce n'est pas la bonne rééducation, peut-être ce n'est pas le bon moment pour faire la rééducation, peut-être ce n'est pas une rééducation comme ça qu'il faut, ou peut-être il ne faut pas une rééducation toute seule, ou peut-être elle n'est pas assez intensive. La rééducation, ça ne doit pas se faire uniquement dans le cabinet de l'orthophoniste, et les enfants, ils lisent très bien que dans le cabinet de l'orthophoniste. Ça n'aide pas à l'école. Et puis les rééducations, ça a une fin. Ça a une fin, même si l'enfant n'est pas guéri. Ça, c'est compliqué parce que nous, on ne les guérit pas. Mais il y a quand même un moment où il faut arrêter la rééducation. Et pour savoir quand il faut l'arrêter, il faut évaluer les progrès de l'enfant. Alors, une évaluation... Une évaluation qui est évidemment l'évaluation de la rééducatrice, mais qui doit aussi être une évaluation extérieure, parce qu'on nul n'est juge et parti, et qui doit marquer... Il faut bien comprendre que c'est cette fin de deuxième grossesse, si ça ne marche pas, il ne s'agit pas de trouver un coupable, il s'agit de réfléchir à pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? C'est ou bien parce qu'il y a des troubles associés, ou bien parce que le projet rééducatif est insuffisant, ou qu'il faut revoir les axes. C'est pareil dans tous les domaines, on peut se tromper, ou bien parce que c'est une pathologie trop sévère qui va nécessiter un programme encore plus intensif. Je crois qu'il est vraiment très important de comprendre que l'évaluation, c'est une évaluation qui est indispensable pour aider l'enfant et comprendre quand ça ne marche pas, et non pas pour remettre en question les professionnels. Et que si l'on veut qu'un programme fonctionne, il faut qu'il y ait une coordination. Enfin, le troisième temps, c'est si c'est encore insuffisant, alors si à la fin de cette deuxième grossesse ça ne suffit pas, il faudra donc à l'aide de cette réévaluation des troubles associés, des axes de rééducation, de son intensité ou de cette maladie, il faudra remettre en place un projet encore pour un certain temps, et il faut aujourd'hui admettre que certains enfants ont besoin d'unités spécialisées où ils pourront avoir tout l'ensemble des techniques pour pouvoir obtenir le fait qu'aucun enfant reste non lecteur. Juste un tout petit mot, je crois qu'on va, peut-être tu vas terminer juste après sur la fin, juste un tout petit mot pour être futuriste. Oui, l'outil informatique, c'est pas magique, ça fonctionne pas tout seul, mais ça peut fonctionner, et c'est incontestablement une grande ouverture pour les dyslexiques qui ont un bon pronostic scolaire et universitaire, et pour en particulier ceux qui ont en association une dysgraphie. C'est demander à l'ordinateur de lire un texte long parce que vous lisez 8 fois plus lentement qu'un autre, et donc vous, l'enfant, on ne lui demande que de lire un 8e et l'ordinateur lit le reste, c'est-à-dire que c'est quand même l'autonomie face aux parents, et c'est assez fondamental, et c'est dicté à l'ordinateur. C'est dicté à l'ordinateur pour que lui, qui n'est pas dysorthographique ni dysgraphique, puisse vous aider à aider ses enfants à exprimer toutes leurs idées. Or ça, c'est quelque chose qui est sûrement extrêmement important, et c'est quelque chose qui aujourd'hui est difficile à mettre en place parce qu'il faut vraiment les efforts de tous, et en particulier l'ouverture du milieu du collège.
Juste pour finir, quand est-ce qu'on termine une rééducation? Ils ne sont jamais guéris, donc on ne peut pas attendre pour arrêter la rééducation, ils soient guéris. Donc il va falloir prendre le risque d'arrêter au moment où il nous semble que l'enfant est suffisamment autonome pour pouvoir poursuivre seul ses apprentissages scolaires. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant ait un niveau de lecture et de transcription qui soit fonctionnel, hein, que lui puisse lire et qu'on puisse comprendre ce qu'il écrit. Ça va être aussi de lui donner le maniement des outils informatiques qui vont pouvoir l'aider dans la suite de sa scolarisation, parce qu'un ordinateur c'est bien, mais il y a quand même des techniques à apprendre et puis des stratégies à utiliser, s'il y a des choses que l'ordinateur ne peut pas faire, il faut juste savoir ce qu'il ne peut pas faire. Et puis on arrête la rééducation quand l'enfant, il arrive à lire et à écrire, il arrive à comprendre, il sait transcrire et il sait utiliser l'outil de façon à ce que lui seul puisse aller en classe et apprendre, faire les apprentissages nécessaires. Et pour terminer, on dirait qu'ils sont sauvés, mais ils ne sont pas guéris. Ils restent dyslexiques, mais au moins, ils peuvent continuer à suivre une scolarisation normale. Ils restent dyspraxiques, mais au moins, ils peuvent continuer une scolarisation normale.